Donc, la conception et la mise au point d'une tâche cognitive en électricité en vue d'une utilisation pour une recherche en IRMF. Donc, avant de commencer les éléments plutôt méthodologiques de la tâche, de la conception de la tâche, je vais juste vous remettre en contexte, vu que M. Potvin l'a quand même fait de façon plus substantielle. Je vais faire ça brièvement. Donc, l'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était vraiment de concevoir une tâche qui faisait intervenir les conceptions fréquentes en électricité, à la fois chez les filles et les garçons, qui nous permettrait d'obtenir des données relatives au sentiment de certitude et d'incertitude lors de la production d'une réponse sous IRMF, évidemment. Donc, la difficulté ici dans la conception, c'était qu'on avait des contraintes assez importantes. M. Potvin est allé rapidement. Je vais prendre quelques minutes pour expliquer plus davantage. Donc, on voulait avoir un nombre suffisant de stimuli pour chacune des 8 conditions. Vous avez vu la complexité des conditions expérimentales. Nous voulions nous assurer qu'on avait suffisamment de stimulation, suffisamment de questions sous le scan pour vraiment aller solliciter les 8 conditions. On voulait le faire aussi d'une façon équilibrée pour bien contrôler nos variables. Donc, une des premières variables qu'on voulait contrôler, c'était qu'on voulait s'assurer que les réponses obtenues soient à la fois autant correctes qu'incorrectes. On voulait que les participants donnent le plus 50-50 du temps des réponses correctes et incorrectes. On voulait aussi équilibrer les réponses dites de certitude et d'incertitude. Et on voulait aussi équilibrer, au bout du compte, scientifiquement, les réponses, est-ce qu'elles étaient bonnes ou est-ce qu'elles étaient mauvaises. Tout ça aussi, nous voulions s'assurer qu'il y ait suffisamment de réponses dans les 8 conditions expérimentales pour plusieurs raisons. Donc, 2 raisons importantes. La première, c'est que nous voulions pouvoir faire tous les contrastes possibles et impossibles, disons, dans les 8 conditions. C'est-à-dire qu'on voulait pouvoir... On ne voulait pas se limiter. On voulait pouvoir faire tous les contrastes possibles pour vraiment avoir tous les résultats qu'on pouvait obtenir avec ces 8 conditions-là. Mais aussi, nous avions le logiciel d'analyse SPM8 qui ne nous permettait pas d'utiliser les séquences ou les séries de questions qui avaient été incomplètes. C'est-à-dire que dans une série de questions, si on avait seulement 7 conditions expérimentales qui avaient été sollicitées, on n'aurait pas pu utiliser cette séquence-là, il aurait fallu l'ajouter, puis on aurait perdu des données. Donc, il fallait optimiser le plus possible, il fallait vraiment s'assurer de choisir des stimulations qui, une fois sous le scan, allaient vraiment solliciter les 8 conditions expérimentales pour optimiser nos résultats. Donc, nous avons décidé de procéder en 3 étapes séparées pour la méthodologie, donc pour préparer notre tâche. Premièrement, nous avons conçu, pendant tout un été de temps, sur Photoshop, des stimuli avec des photos de fils, d'ampoules, etc. Vous avez déjà vu, je vais passer rapidement. Par la suite, nous avons pré-expérimenté ces circuits-là. Pourquoi? Parce que nous, on ne pouvait pas d'emblée décider « Ah, cette stimulation-là, le participant va répondre qu'il est incertain. » On ne pouvait pas le deviner, il fallait pré-expérimenter nos circuits et ramasser des réponses pour ensuite sélectionner parmi ces circuits-là les stimulations qui nous apparaissaient les plus susceptibles de susciter les 8 conditions expérimentales. Donc, dans la fabrication, dans la première étape de la méthodologie, nous avons fabriqué plus de 600 circuits candidats qui combinaient différents paramètres. Le premier paramètre, c'est que nous avions à la fois 1 ampoule, 2 ampoules ou 3 ampoules dans un circuit. Ces ampoules-là pouvaient être allumées de 3 niveaux d'intensité différents. Nous avions éteintes complètement, moyennement allumées ou fortement allumées. Nous avons aussi utilisé des circuits en série ou en parallèle. Et nous avons à la fois, parfois mis des coupures, comme vous avez pu voir tout à l'heure dans les exemples, dans différents emplacements dans le circuit. Donc, je vous donne ici des exemples de circuits à une seule ampoule. Donc, nous avons ici un circuit scientifiquement correct et un circuit scientifiquement incorrect. Donc, ça vous montre un peu que s'il y a des ampoules fortement allumées, circuit parallèle, circuit en série. Des exemples de circuits à 2 ampoules. Donc, ici, vous avez moyennement allumé, éteinte, fortement allumée. Celle-ci est correcte, celle-là est plus ou moins plutôt incorrecte. Vous voyez qu'il y a une coupure. Il y avait des coupures à différents endroits, à différents emplacements. Ça, c'est juste un exemple. Et vous avez aussi des exemples de circuits à 3 ampoules qui étaient plus complexes à traiter, donc avec différents niveaux d'intensité, différents emplacements. Donc, je vous ai montré 6 circuits, mais j'en ai vraiment fabriqué 600, donc genre toutes les possibilités possibles. C'était tout un travail. Mais par la suite, nous avons dit, bon, laquelle allons-nous sélectionner? Donc, nous avons déplacé dans différents collèges pour les étudiantes entre 18 et 20 ans, avec des ordinateurs portables, comme vous pouvez voir, dans des caissons, dans des petits camions. On est allé dans 17 groupes avec le Lab MECAS dans différents collèges. Nous avons recruté 243 participants pour la phase pré-expérimentale, des participants novices, je tiens à préciser.
Nous avons collecté les réponses. Donc, les réponses de ces participants-là, à chaque stimuli, il y avait environ 240 stimuli chacun. Puis, on a pu ramasser des réponses par rapport à chacune des stimulations sur les 600 stimulations. Donc, on avait une base de données de feu. Et, que nous avons compilé dans un dossier Excel pour faciliter le choix des stimuli. Donc, qu'est-ce que nous avons fait après tout ça? Nous étions très heureux de pouvoir dire, oui, nous sélectionnons 288 stimuli, mais sur quelle base? Mais effectivement, c'est le tableau de compilation que je vous parlais tout à l'heure, qui est une phase très, très, très critique. Si vous avez un jour une tâche à concevoir, vraiment, cet outil-là était merveilleux. On voit ici, je vais vous l'expliquer rapidement, dans la première colonne, on a toutes les stimulations qui ont été posées, donc 603 stimulations. Ici, vous aviez le nombre de stimulations. On aurait pu en choisir 2 ou 3 fois la même stimulation pour la mettre dans la tâche. Pour l'instant, c'était juste une. Puis ici, nous avons les 8 conditions expérimentales. Si je prends un exemple, la stimulation numéro 95, elle a 65 de chances de sortir dans de solliciter chez le participant la condition OEI. Elle avait 37 de chance de sortir ici, 18 de chance et 30 de chance environ de sortir ici. Donc, ça veut dire que chaque stimulation pouvait solliciter les 4 conditions expérimentales sur 8 à différents niveaux de pourcentage. Donc, quand on en choisissait une pour la garder dans notre tâche, elle sollicitait les 4, mais à différents degrés. Donc, il fallait vraiment jauger, sélectionner les stimulations qui étaient les plus puissantes. Évidemment, on a choisi des stimulations qui étaient 95 du temps, elles sortaient dans la condition 2, par exemple, ou non, 96 du temps, elles sortaient dans la condition 4. Donc, on essaie de choisir les plus puissantes. Fait qu'ici, je vais vous montrer, avant de changer d'acétate, pourquoi on a 2 tartes. Donc ici, si on mettait toutes les stimulations avec les réponses obtenues à la pré-expérimentation, tout ensemble, on obtenait cette distribution-là. On avait plus de 50 des stimulations qui ressortaient dans cette condition-là. Puis vous voyez toutes les autres, comment c'est plus ou moins... Comme par exemple, on avait la difficulté à trouver des stimulations qui allaient ressortir dans la condition X, Y, Z, etc. Donc ici, on voyait que la tâche était complètement déséquilibrée. Il fallait vraiment choisir les plus puissantes pour arriver à cet équilibre-là. Donc, on avait vraiment réussi en choisissant les plus puissantes à réduire cet écart-là, puis arriver à augmenter certaines conditions. Donc, c'était le meilleur qu'on pouvait faire et c'était avéré positif selon les résultats que nous avons obtenus. Donc, la conception de la tâche, 288 stimuli selon le tableau. Nous avons regroupé ces stimuli-là en 4 séquences ou 4 runs de 72 stimuli. Entre chaque stimulation, donc à chaque fois qu'on posait une question avec un circuit électrique, on mettait un temps de fixation entre chacune dans 2,5 à 3 secondes. Nous avons aussi déterminé qu'on pouvait allouer un maximum de 12 secondes pour répondre à chacune des questions, mais le temps était plus petit que ça, en général moyen. La durée totale de la tâche était entre 35 et 45 minutes sous IRMF. Et voilà l'aperçu de ce que ça nous donne. Donc, on a la série 1, série 2, série 3 qu'on imagine, série 4. On a une stimulation. La personne répond avec des boutons, un peu comme la façon de M. Oudé. Un point de fixation. Paf, une autre stimulation arrive. Le participant répond avec 2 mains, parce qu'on avait 4 boutons, etc., jusqu'à la fin. C'est bon? Et ce que nous avons fait, c'est qu'avant d'aller dans le scan, on a dit « Ah, on va juste s'assurer que la tâche finale, qu'on a choisi les 288 stimulations, on va juste s'assurer qu'elle ne présente pas des propriétés émergentes qu'on n'aurait pas vraiment vues. » Donc, nous sommes allés une dernière fois dans le cégep, dans un collège, recruter 17 étudiants dans un programme de 100 semaines en psychologie. Et ils ont testé notre dernière fois nos 288 stimulations. Ça s'est avéré bien équilibré, bien correct. Donc, on se sentait à l'aise d'aller dans l'IRMF. Puis, nous avons recruté 23 participants, 24 moins 1. Le dernier ne s'est jamais présenté, tout simplement. Donc, 23 participants pour l'étude proprement dite en IRMF. Donc, nos résultats, je ne sais pas combien de temps il me reste, faut que j'aille vite. Okay. Donc, ça, c'est vraiment les résultats, pas au niveau cérébral, vraiment les données juste comportementales, c'est-à-dire le pourcentage d'apparition des réponses. Comme on avait essayé de contrôler nos variables, on voulait avoir des réponses équilibrées. Donc, ici, on a nos 4 catégories de... à part ce dernier. Ici, je vais essayer le pointeur. Tiens! Ici, nous avons la catégorie des circuits. Sont-ils scientifiquement corrects ou incorrects? Les chercheurs, on était capables de décider
de deviner que oui, cette stimulation-là était correcte ou incorrecte scientifiquement. On n'avait pas besoin de la pré-expérimentation. Mais ici, par rapport à la pré-expérimentation, est-ce que les étudiants répondent que c'est correct? Est-ce qu'ils répondent que c'est incorrect? Ici, est-ce que les participants, répondent que leur réponse est-elle bonne ou est-elle mauvaise? La façon d'interpréter ce tableau-là, il faut vraiment y aller dans ce sens-là. Donc ça, c'était nos catégories. Dans une situation d'incertitude, si on regarde ici, les étudiants répondent que le circuit est correct dans 45 du temps et les participants, répondent que le circuit est incorrect dans 55 du temps. Donc, c'est un bon équilibre. On a réussi à atteindre un équilibre satisfaisant. Même chose ici, dans une situation d'incertitude, les participants ils ont donné une bonne réponse dans 49 du temps et une mauvaise réponse dans 51 du temps. Donc, on a réussi, en sélectionnant nos stimulations, en les équilibrant, on a réussi à faire sortir des choses très équilibrées comme ça qui nous permettent de croire que les résultats obtenus ne sont pas vraiment dus à d'autres variables qu'on aurait mal contrôlées. Dans une situation d'incertitude, on a à peu près les mêmes genres d'équilibre. 49 51 56 45 Il me reste genre 1 minute ou 2, hein? Donc, on a réussi à équilibrer la tâche, puis les résultats neurologiques qu'on n'a pas vraiment abordés aujourd'hui. 4 minutes! Oh! Donc, ils nous montrent que les activations étaient significatives par rapport à la certitude et l'incertitude. Donc, les résultats nous montrent que la tâche est équilibrée au niveau des contraintes évoquées. En conséquence, il apparaît que les résultats neurologiques impliquant les mécanismes cérébraux liés au niveau de surreprésentation du type de réponse, puisque tout semble équilibré. La tâche semble ainsi mesurer ce qu'elle cherche à mesurer, c'est-à-dire l'activation cérébrale liée à l'incertitude et l'incertitude, et non pas à d'autres considérations apparentées. Donc, nous avons réussi à équilibrer notre tâche. Merci beaucoup.